Tout commence avec une révolution, une guerre longue, violente, victorieuse. Une indépendance chèrement acquise qui marque à jamais la mémoire collective d'un peuple. L'Algérie moderne naît dans le sang, le sacrifice et la fierté. Et dès ses premières années, elle s'impose comme un acteur central du monde postcolonial. Soutien aux causes justes, voix forte du tiers-monde, allié incontournable des mouvements révolutionnaires. Mais qu'est-ce qu'un pays construit sur l'héritage de la révolution quand la révolution n'est plus à l'ordre du jour ? Pour comprendre la stratégie géopolitique de l'Algérie aujourd'hui, il faut d'abord comprendre son inconscient collectif. Parce que ce pays ne se pense pas comme les autres. Il se pense à travers son passé, à travers sa mission, à travers une idée qu'il se fait de lui-même. Et c'est cette idée-là qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'Algérie ne s'est pas construite dans la continuité d'un État, mais dans la rupture. Elle ne s'est pas transmise, elle s'est conquise. Et cette conquête n'a pas seulement forgé ses frontières, elle a forgé sa psychologie. L'Algérie indépendante naît dans un monde bipolaire, un monde où les lignes idéologiques sont claires. D'un côté, les puissances impérialistes, de l'autre, les nations en lutte, les peuples en marche, les révolutions en marche. L'Algérie se range sans hésiter du côté des causes révolutionnaires. Elle y retrouve son propre récit, sa propre légitimité. Elle devient un acteur central du mouvement des non-alignés. Elle accueille des leaders du monde entier, soutient des guérillas, arme des mouvements de libération. Elle n'est pas seulement un pays du Sud, elle est un repère, une référence, un modèle. À cette époque, sa diplomatie est cohérente. Elle est portée par des hommes formés, lucides, ancrés dans leur époque, Boumedienne, Bouteflika et d'autres figures qui comprennent parfaitement les rapports de force internationaux. Soutenir des causes comme celle du Polisario n'est pas seulement une posture idéologique, c'est une stratégie. À une époque où un groupe bien entraîné, bien soutenu, peut renverser un pouvoir et devenir légitime. Investir dans un mouvement séparatiste, c'est investir dans l'avenir. Et ce pari-là, l'Algérie le tente à plusieurs reprises. Elle soutient le Congrès national africain de Mandela, elle forme les cadres de la révolution en Namibie, elle s'implique dans les luttes en Mozambique, en Guinée-Bissau, en Angola. Chaque victoire de ces mouvements renforce la place de l'Algérie dans le monde. Et chaque engagement de sa diplomatie est vu comme un prolongement de sa propre révolution. L'Algérie est dans son élément, le monde est en feu, et elle se sent chez elle dans ce feu. Mais un jour, le feu s'éteint. La chute du mur de Berlin, la fin de l'URSS, l'effondrement progressif du camp socialiste, en quelques années, tout l'édifice idéologique sur lequel reposait la diplomatie algérienne s'effondre. Ce n'est plus l'heure des révolutions, c'est l'heure des transitions, des réformes, des compromis. Le monde a changé, et l'Algérie doit changer avec lui. Mais que reste-t-il à un pays dont l'identité politique est entièrement fondée sur la révolution, quand la révolution devient un mot du passé? Ce moment-là est un choc, pas seulement stratégique, mais existentiel. Pour une grande partie des élites et de la population, une question surgit. Si nous ne sommes plus des révolutionnaires, alors qui sommes-nous? Ce vide identitaire ne tarde pas à être comblé par une autre force, plus profonde, plus enracinée, l'islam. Pendant des années, le régime avait tenu la religion à distance. L'Algérie, pourtant majoritairement musulmane, n'a pas vu son islamité encouragée par le pouvoir. Mais comme toujours, lorsqu'on tente de contenir la foi, elle finit par revenir, plus forte, plus militante, plus politique. À la fin des années 80, l'islam devient la nouvelle langue du peuple. Et très vite, la contestation prend la forme d'un vote. En 1991, les islamistes du FIS remportent les élections. L'armée refuse de leur céder le pouvoir. Le pays bascule dans l'horreur, la décennie noire s'ouvre. Une guerre civile brutale, meurtrière, dévastatrice. Et là encore, tout le mythe s'effondre. L'image d'un pays fort, uni, modèle pour le tiers-monde, disparaît dans les bombes, les assassinats, la peur. À la fin des années 90, une figure revient sur le devant de la scène, Abdelaziz Bouteflika. Il incarne la stabilité, le retour à une forme d'ordre et surtout, la réhabilitation diplomatique. Il sait que l'Algérie est sortie du radar international, il la remet progressivement dans le jeu. Il rétablit des liens, soigne les relations, rouvre des canaux. Il comprend que le monde a changé et il s'adapte. Pendant quelques années, la diplomatie algérienne retrouve de la cohérence. Elle est prudente, équilibrée, respectée, mais le système reste fragile. En 2019, tout bascule à nouveau. Le Irak fait descendre des millions d'Algériens dans la rue. Le peuple réclame un changement. C'est l'armée qui reprend discrètement les commandes et place à la tête de l'État Abdelmadjid Tebboune. Le contraste avec Bouteflika est frappant. On passe d'un diplomate aguerri formé dans les grandes heures de l'Algérie postcoloniale à une équipe sans vision, sans expérience, sans ancrage. Très vite, une nouvelle ligne apparaît. Le Maroc devient l'ennemi absolu. Ce choix n'est pas anodin. Lorsqu'un régime n'a ni projet, ni légitimité populaire, il lui faut un ennemi extérieur. C'est une méthode classique et redoutablement efficace. La propagande tourne à plein régime. Chaque jour, les médias officiels désignent le Maroc comme responsable de tous les maux. Le journal télévisé algérien devient une chronique obsessionnelle. Le peuple marocain se révolte. Le roi est en fuite. Le régime est à l'agonie.
Un compte Twitter s'est mis à publier chaque jour un extrait du JT algérien. Et chaque jour, sans exception, le Maroc y est attaqué, caricaturé, diabolisé. Mais cette obsession franchit un cap en été 2021, lors des incendies tragiques en Kabylie. Des dizaines de morts, une tragédie nationale. Et une accusation officielle, le Maroc aurait déclenché les incendies avec des drones. Une accusation d'une gravité extrême. Si elle était fondée, elle justifierait une réponse militaire immédiate. Pourtant, l'Algérie ne donne aucune suite, aucune riposte. Alors deux options. Soit l'Algérie a été agressée et n'a pas réagi, ce qui paraît improbable, soit l'accusation était mensongère, utilisée pour détourner la colère légitime du peuple vers un ennemi extérieur. Et le pire, c'est que cette stratégie fonctionne. Il suffit de lire les commentaires sous cette vidéo, de regarder les réseaux, la haine entre les deux peuples monte. Là où il y avait rivalité, il y a aujourd'hui hostilité viscérale. Et cette fracture n'est pas naturelle. Elle a été créée, alimentée et entretenue. Le plus inquiétant, c'est qu'elle dépasse désormais les gouvernements. Elle gangrène les imaginaires. Elle transforme un désaccord politique en guerre identitaire. Et cela, les nouveaux dirigeants algériens devront en répondre. Alors à quoi sert la diplomatie? En théorie, c'est simple, à défendre les intérêts fondamentaux d'un pays, à créer des alliances, apaiser les tensions, garantir la sécurité, attirer les investissements, renforcer l'influence. C'est un outil de projection, un levier d'anticipation, une manière d'être présent sans avoir à intervenir militairement. La diplomatie n'est pas une vitrine, c'est une arme. Et comme toute arme, elle peut être bien utilisée, ou devenir un boomerang. Dans le cas de l'Algérie actuelle, elle est devenue contre-productive. Elle ne sécurise pas le pays, elle l'expose. Elle ne lui ouvre pas des portes, elle les referme. Elle ne crée pas de consensus régional. Elle accumule les conflits bilatéraux. Toute son énergie diplomatique est concentrée sur un seul objectif, faire du Sahara occidental la cause nationale algérienne. Mais cette obsession, appliquée sans nuance, entraîne l'Algérie dans une série de ruptures spectaculaires. Rupture avec l'Espagne, dès qu'elle soutient la position marocaine, crise répétée avec la France, utilisée comme soupape interne, crise avec les Émirats arabes unis, jugés trop proches du Maroc, le cas libyen symbolise à lui seul cette diplomatie de court terme. En 2020, l'Algérie s'aligne totalement sur la position turque dans le conflit libyen. Elle soutient le GNA, basé à Tripoli, face au maréchal Haftar qui contrôle l'est du pays. Tebboune déclare publiquement qu'Alger partage la même vision qu'Ankara, allant jusqu'à menacer le camp de Haftar d'une possible intervention militaire algérienne. Mais quelques années plus tard, retournement complet. La Turquie change de stratégie. Elle s'allie avec le maréchal Haftar. Et elle annonce la construction d'une base militaire turque permanente dans le sud-ouest libyen, à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Résultat, l'Algérie se retrouve non seulement face à un acteur libyen hostile, mais avec une puissance étrangère installée militairement à ses portes, grâce à une alliance qu'elle avait elle-même soutenue. Voilà ce que produit une diplomatie sans vision à long terme. Et la liste continue. Tensions ouvertes avec le Mali, jusqu'à l'abattage d'un drone malien, critiques ouvertes contre Wagner malgré le lien stratégique avec Moscou, embargo absurde sur les bananes équatoriennes pour cause de rapprochement avec Rabat. Tous ces conflits ont un point commun, ils ne suivent aucune logique stratégique de long terme. Il n'y a ni doctrine claire, ni vision à 10 ans. Seulement une ligne de réaction, souvent brutale, parfois incohérente. On rappelle les ambassadeurs, on ferme des espaces aériens, on publie des communiqués incendiaires, on menace, on isole, on s'indigne. La diplomatie algérienne agit comme un corps sans tête. Elle ne construit pas d'alliance durable, elle ne propose aucun projet régional, elle ne tient aucun cap économique. Elle s'accroche à un symbole, le Polisario. Parce que ce symbole est tout ce qu'il lui reste. En se battant pour lui, elle croit prolonger sa propre révolution. Elle croit honorer son passé, elle croit retrouver son importance d'autrefois. Il y a un autre front sur lequel l'Algérie semble rejouer son passé, la France. Chaque crise, chaque rappel d'ambassadeur, chaque déclaration enflammée contre Paris n'est pas seulement une réaction politique. C'est une mise en scène presque rituelle. En tenant tête à la France, le pouvoir algérien revit symboliquement sa guerre de libération. Il reproduit les postures, les mots, les tensions, comme pour réactiver un moment fondateur de sa légitimité. Mais cette répétition n'a plus d'impact stratégique. Elle ne produit ni gain diplomatique, ni respect durable. Elle rassure, elle donne l'illusion que rien n'a changé. Qu'on est encore dans les années 60, avec des ennemis clairs, des alliés fidèles, des combats nobles. Là encore, l'Algérie ne parle pas au monde d'aujourd'hui. Elle parle au monde d'avant, et elle se parle surtout à elle-même. Une diplomatie tournée vers le passé qui ressasse plus qu'elle n'anticipe. Et cette répétition devient une fuite. Parce que refuser de tourner la page, c'est souvent refuser de regarder en face ce qu'on est devenu. Le monde a changé. Et s'accrocher à un passé révolu, c'est souvent la meilleure manière de manquer l'avenir. L'Algérie ne s'accroche pas au Sahara occidental pour des raisons stratégiques. Elle s'y accroche parce qu'elle en a besoin. Besoin psychologique, besoin existentiel. Dans l'inconscient collectif algérien, il y a une équation simple.
La révolution c'est la victoire, le changement c'est le chaos. La seule fois où le pays a tenté de tourner la page de son passé révolutionnaire, il a plongé dans la guerre civile. Il a goûté à l'ouverture et s'est retrouvé dans l'horreur. Depuis, une peur sourde guide ses choix, une peur silencieuse mais puissante. Celle de s'éloigner d'un passé glorieux sans savoir ce que l'avenir lui réserve. Alors elle se raccroche. Elle s'agrippe à ce qu'il lui reste de cet âge d'or. Le discours anti-impérialiste, les symboles de lutte, les postures révolutionnaires. Et au centre de tout cela, il y a le Sahara occidental. Ce n'est plus un enjeu diplomatique, c'est devenu une béquille psychique. Un repère fixe dans un monde qui change trop vite. Une branche à laquelle on s'accroche, non pas pour avancer, mais pour ne pas tomber. Parce qu'au fond, si cette affaire se réglait demain, que resterait-il? Que dirait l'Algérie au monde? Qui serait-elle sans cette cause à défendre? La vérité, c'est que cette situation lui permet d'exister. Elle la fige, mais elle la rassure. Elle l'empêche d'évoluer, mais elle la protège de l'inconnu. Et c'est là tout le paradoxe. Ce conflit, elle ne veut pas le résoudre. Elle veut qu'il dure. Parce que tant qu'il dure, elle reste fidèle à ce qu'elle croit être. Et elle évite d'avoir à répondre à la seule question qui compte. Et maintenant, qui sommes-nous? Ce refus de tourner la page, l'histoire l'a déjà connu. À la fin du XVe siècle, les Mamelouks d'Égypte refusent d'adopter les armes à feu pour affronter les Ottomans. Pour eux, la noblesse du combat réside dans l'épée. Ils ont construit leur gloire et vaincu les croisés et les Mongols grâce à l'épée et aux chevaux, donc il est hors de question de changer. Les Ottomans, eux, n'avaient pas ces scrupules. Ils ont utilisé le progrès, les canons, la poudre, et ils ont écrasé l'armée mamelouk. Ironie du sort, quelques siècles plus tard, ce sont les janissaires ottomans, autrefois champions de l'innovation militaire, qui refuseront à leur tour d'évoluer. Et leur entêtement à vivre dans un monde qui n'existait plus les mènera au démantèlement de l'Empire ottoman. L'histoire est implacable avec ceux qui refusent de changer. À force de vivre dans le passé, on finit toujours par disparaître avec lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Vos partages, vos commentaires et votre soutien, c'est ce qui me donne la motivation de continuer.